Ok, bonjour. Donc oui, je m'appelle Stéphane Bortsma. J'ai écrit un livre, d'ailleurs. Alors, deux, en fait. Enfin, il y en a un où c'est pas moi. Donc celui-là, Cyberstructure, parle, entre autres, des sujets dont on va parler ici. L'autre est un ouvrage collectif qui est très bien sur le bilan des questions scolaires pendant le premier confinement en 2020. Vous avez vu qu'il y a, comme l'avait annoncé le ministre, tout a parfaitement marché. Donc c'est un des grands succès du numérique qui est analysé dans ce livre. Mais le sujet aujourd'hui de la keynote, discours principal, dit Wikipédia. Quand on met keynote dans Wikipédia francophone, il dit qu'il faut dire discours principal. Donc le sujet du discours principal, c'est sur la neutralité du code. Alors on entend très souvent les programmeurs et programmeuses, quand on leur fait des remarques sur les choses que fait ou ne fait pas leur code, des trucs du genre « je ne fais pas de politique ». C'est un des arguments les plus classiques, surtout quand on est pressé, et donc de dire, d'une autre façon, dire le code est neutre. Alors l'exemple archi classique, c'est que vous prenez un traitement de texte comme LaTeX, par exemple, tout le monde utilise LaTeX, hein, plus personne n'utilise Microsoft Word. Vous prenez un truc comme LaTeX, vous pouvez utiliser LaTeX pour écrire le Mein Kampf, le manifeste du Parti communiste ou les aventures d'Harry Potter. À ma connaissance, LaTeX n'a pas de fonction dedans. Et c'est pareil pour LibreOffice ou pour Microsoft Word. Il n'y a pas de fonction qui pousserait à écrire tel genre d'œuvre plutôt que tel autre. Donc c'est l'argument classique pour dire le code est neutre, on peut en faire ce qu'on veut, un marteau peut servir à enfoncer des clous, à tuer quelqu'un, des choses comme ça. Mais le but ici, c'est de creuser un peu. C'est pas faux, hein, d'ailleurs. C'est vrai que vous pouvez utiliser les logiciels que j'ai cités pour n'importe quel type de texte, et c'est l'auteur qui reste responsable du texte. Alors, c'est moins vrai si vous faites écrire vos slides par ChatGPT, par exemple. Dans ce cas-là, l'argument de la neutralité est un peu moins vrai. Mais si vous utilisez un outil comme Word ou LaTeX, effectivement, il ne va pas influencer sur le contenu. Alors, j'ai cité ChatGPT. Donc, aujourd'hui, toutes les conférences commencent toujours par une copie d'écran de ChatGPT. Comme j'avais la flemme de réfléchir à la question, je lui ai posé la technique, notamment la programmation informatique, est-elle neutre? Et ChatGPT a fait une réponse de ChatGPT, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il y avait des arguments pour dire qu'elle était neutre, mais aussi des arguments pour dire qu'elle n'est pas neutre. Et, un vrai devoir de Sciences Po. Mais il y a quand même des trucs bien dedans. Il dit, par exemple, que la technologie, elle est toujours née dans un certain contexte social et culturel et elle ne peut pas ne pas refléter ce contexte social et culturel. Elle dit qu'on peut faire neutre si on fait des efforts particuliers. Et alors la conclusion est absolument géniale. Il y a des arguments pour dire l'un, il y a des arguments pour dire l'autre. Donc voilà, terminé. Fin de la keynote. Bon, en fait, un exemple qui m'avait motivé pour cette keynote, c'est un article, pas un article, une tribune dans le New York Times consacrée à l'application Signal, une application de messagerie instantanée avec chiffrement de bout en bout, ce qui fait que même les serveurs de Signal ne peuvent pas, même s'ils le voulaient, lire vos messages. Donc la tribune en question, d'un nommé Red Blackman, critiquait Signal parce qu'avec les arguments anti-chiffrement classiques, à savoir que ça va permettre aux nazis et aux pédophiles de se dissimuler, il faudrait que la police puisse lire les messages de tout le monde. Ça, c'est des arguments très classiques, mais il y avait un argument un peu plus rigolo qui était illustré ici, c'est qu'il disait d'abord qu'il y avait des small groups of technologists qui développaient des techniques pour explicitly ideological reasons. Alors vous savez que dans la terminologie officielle, celle des médias comme le New York Times et Le Monde, quand on dit idéologique, c'est une insulte. Hein. C'est pas bien. Il ne faut pas être idéologique. Il faut être neutre, il faut planer au-dessus des classes sociales et des autres divisions qu'il y a dans notre société. Donc quand il dit c'est explicitement idéologique, c'est pas bien, et que l'outil a une orientation politique. Horreur. C'est terrible. Signal a une orientation politique. Donc, ce que laisse entendre cet argument, c'est de dire que ça serait possible de faire autrement. Il pourrait y avoir des outils de messagerie instantanée qui n'auraient pas d'orientation politique. Moi je ne suis pas d'accord, comme vous en doutez, et c'est ce qu'on va illustrer ici. D'autant plus qu'on fait partie de ces small group of technologists ici. On est tous membres d'un small group of technologists. Alors, est-ce qu'on pourrait faire... Donc, ce monsieur laisse entendre que Signal, c'est pas bien parce qu'il y a une orientation politique explicite.
est-ce qu'on pourrait faire un logiciel qui n'aurait pas d'orientation politique? Alors quand je dis politique, évidemment, hein, il y a tout un discours qui vise justement à dépolitiser les décisions, comme par exemple, on les qualifie de idéologiques. Alors dès qu'il y a écrit idéologique, c'est pas bien. Genre, un tel, c'est pas bien son bouquin parce qu'il y a une idéologie. Bah, tout le monde a une idéologie, hein, enfin, tout le monde, tous les homo sapiens en tout cas. Les escargots et les limaces, j'en suis pas sûr. Mais tous les homo sapiens ont une idéologie, il n'y a pas de honte à ça. Et quand je dis politique ici, c'est évidemment politique au sens de les processus de prise de décision en société, pas au sens de la politique politicienne, hein, qui va être Premier ministre s'il y a un remaniement ministériel, on s'en fout, ça ne changera rien, c'est pas ça le problème. C'est pas cet aspect-là de la politique qui m'intéresse. C'est l'aspect prise de décision pour les affaires publiques. Alors aujourd'hui, l'état du paysage, vous le savez bien ici, c'est qu'énormément d'activités humaines passent par un logiciel. Il y a encore 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas. Il y avait déjà de l'informatique il y a 20 ou 30 ans qui jouait déjà un rôle important, mais il y avait énormément d'activités humaines qui ne touchaient jamais un ordinateur de près ou de loin. Aujourd'hui, même avant la pandémie, avant le confinement, c'est plus tellement le cas. La plupart des activités humaines, maintenant, passent par un logiciel, même si on ne le veut pas. C'était un des points soulevés dans la conférence de Céline Fred et Inès Naudin hier sur la fracture numérique, qui parlait, entre autres, de cette obligation de devoir utiliser des outils en ligne, même si on n'avait pas envie. Donc, qu'on le veuille ou pas, et bon, je pense qu'effectivement, ce n'est pas une bonne idée, mais qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, on passe par un logiciel tout le temps, et le logiciel, il a des limites. Il va permettre des choses. Word va permettre d'écrire des textes. Il va en interdire certaines. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. On ne peut pas faire d'édition d'images avec la tech. Enfin, si, il faut utiliser Asymptote ou des outils comme ça. Mais plus que permettre ou interdire, parce que beaucoup de gens pensent que du fait que à partir du moment où le logiciel n'interdit pas explicitement quelque chose, c'est que cette chose est possible. Sauf que ça peut être plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Et ça, c'est un point important pour la plupart des utilisateurs, en fait même pour les plus geeks, les plus avancés. Ce qui est difficile, on va avoir tendance à ne pas le faire. Donc le fait de rendre un choix facile ou difficile, ça a une importance, même si l'outil n'interdit pas ou n'impose pas quelque chose, il peut orienter quand même sérieusement ce qu'on va faire. Alors, bon, premier exemple, je vais donner des exemples concrets, hein, parce que je pense que les grands discours, vous n'êtes pas venus pour ça. Comme j'ai commencé avec Signal, l'exemple classique, c'est le chiffrement. Aujourd'hui, vous savez que les propriétés du numérique étant ce qu'elles sont, sans chiffrement, tout le monde peut se servir de vos données, tout le monde peut capter, et quand je dis tout le monde, les États, les polices, les gangsters, absolument tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il faut chiffrer. Alors, il y a des gens qui me disent « moi, j'ai rien à cacher ». Alors, ne me dites pas ça, hein, parce que dans ce cas-là, je vous demande de téléverser votre dernière sextape sur Peertube. Pas sur YouTube, hein, qui est un truc fait par un GAFA centralisé, c'est pas bien. Donc, mettez votre sextape sur un réseau libre et décentralisé. Si vous le faites, j'admettrai l'argument « j'ai rien à cacher ». Mais enfin, pensez quand même à demander à votre partenaire si il ou elle est d'accord, d'ailleurs. Si quand les gens, à la limite, font ça, je leur dis « OK, maintenant, je voudrais aussi vos 10 derniers relevés bancaires ». Là, en général, ça suscite encore plus de réactions que quand je propose de mettre la sextape en ligne. Donc, tout le monde a quelque chose à cacher. Donc, le chiffrement systématique est absolument nécessaire parce que propriété des réseaux numériques, c'est que c'est trivial et indétectable de copier, c'est leur but. Mais le chiffrement peut être plus ou moins difficile. Pour prendre l'exemple de Signal que je citais, ce qu'il y a de bien dans Signal, c'est que c'est vraiment très facile à utiliser. Ça ressemble tout à fait à une application de messagerie quelconque. Il n'y a pas de différence fondamentale avec d'autres applications de messagerie. Et ça chiffre systématiquement de bout en bout. Alors qu'une autre application, comme par exemple Telegram, dans Telegram, il faut le demander. Ce n'est pas systématiquement chiffré de bout en bout. Alors les gens de Telegram, ils disent toujours « oui, mais on peut l'activer ». Oui. Sauf qu'il faut savoir qu'on peut. Ça, déjà, pour beaucoup d'utilisateurs, c'est un obstacle. Et ensuite, il faut trouver l'option. Et ça aussi, c'est ce que je disais, c'est si c'est difficile, en pratique, ça veut dire que la vie privée va être réservée à ceux et celles qui savent, aux informaticiens ou informaticiennes, mais j'ai des problèmes pour faire des points médians avec la tech. Si quelqu'un connaît, d'ailleurs, je suis preneur. Donc, l'argument important ici, c'est que de dire que c'est possible ne suffit pas.
parce que la plupart des utilisateurs, de toute façon, ils ne le feront pas, ils feront le choix par défaut, et c'est logique. Même quand on est un technicien compétent, fanatique, qui bosse et tout ça, on ne peut pas tout changer, tester les options de tout, connaître tous les paramètres, et donc on tend à se reposer sur les choix par défaut. Donc, a fortiori, si en plus, le fait de changer, d'avoir autre chose que le choix par défaut, si c'est difficile, si ça nécessite de lire une doc, ou si ça nécessite d'être conscient des menaces. Je pense que la plupart des utilisateurs de Telegram ne sont pas du tout conscients du fait que ce n'est pas chiffré de bout en bout par défaut. Ils ne savent même pas qu'il y a un problème, surtout que Telegram a été présenté par tous les médias scientifiques comme BFM TV, comme étant la messagerie favorite des djihadistes, des pédophiles, que la police n'arrive pas à lire, des choses comme ça. Remarquez, ça fait peut-être partie d'un plan de la police pour dire on n'arrive pas à le lire, alors tous les gangsters amateurs, tous les terroristes amateurs, ils l'utilisent et ils ne se rendent pas compte que leurs messages peuvent être écoutés. Bref, le point important, c'est qu'on décide de chiffrer par défaut, comme le fait Signal, ou de ne pas le faire par défaut comme Telegram, ou de ne pas le faire du tout comme les applications de SMS typiques, par exemple. Eh bien, dans tous les cas, c'est politique. L'argument de Red Blackman là, dans le New York Times, c'était idiot parce qu'il disait « Signal chiffre systématiquement, c'est une décision politique ». Bah oui, Coco. Mais une application qui ne chiffre pas du tout, comme l'application SMS typique, c'est aussi politique. Ça veut dire que les communications seront en clair et que dans les deux cas, ça aura des conséquences pour les utilisateurs et utilisatrices. Bon, deuxième exemple, Unicode. Unicode, donc, c'est un jeu de caractères qui permet de représenter les caractères utilisés dans toutes les écritures du monde. Alors, s'il y a quelqu'un qui me dise « oui, mais il manque le Klingon », je dirais « oui, mais le Klingon n'est pas utilisé en pratique ». Donc, un exemple, je prends dans le blog de Daniel Steinberg. Au passage, Daniel Steinberg, c'est l'auteur de Curl. Son blog est excellent si vous vous intéressez à la programmation, ce qui est sans doute le cas d'un certain nombre de gens ici. C'est vraiment un blog à lire, c'est vraiment très bien fait. Mais le 14 décembre dernier, je me suis beaucoup énervé parce qu'il avait fait un article sur les IDN. Donc les IDN, c'est les noms de domaine en Unicode. Il y en a un, par exemple, utilisé par mon employeur, ici, réussir en .fr. Vous voyez le E accent, hein, contrairement à la légende, vous pouvez parfaitement mettre des accents dans les noms de domaine. Ça s'appelle les IDN, Internationalized Domain Names. Et Daniel avait fait un article sur son blog avec un titre sans ambiguïté, « Les IDN, c'est dingue ». C'était pas au sens positif. Hein. Tout le reste de l'article, c'est pour expliquer que c'est une catastrophe, que ça pose plein de problèmes et que ça embête bien les développeurs de curl. Alors j'admire beaucoup Daniel et ce qu'il fait et son blog, mais enfin là, il a vraiment déconné. Parce que pourquoi on a des IDN? Pourquoi on a Unicode, en fait, d'une manière plus générale? On a Unicode parce que les humains, ils utilisent différents systèmes d'écriture. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un fait. Et c'est un fait et un point fondateur d'Unicode, c'est qu'on n'essaye pas de changer ça. C'est-à-dire, il y a des tas de problèmes dans les écritures humaines. Les écritures humaines, la plupart, à part le hangul peut-être coréen, mais la plupart des écritures humaines n'ont pas été conçues scientifiquement. Elles ont évolué comme ça et elles ont des règles assez bizarre, assez invraisemblable. Une fois, un Coréen m'avait expliqué pourquoi c'était une idée vraiment débile d'avoir une séparation minuscule-majuscule. Ça créait plein de problèmes, notamment en informatique, et il proposait de supprimer ça. Il n'a pas tort, hein, d'ailleurs. Techniquement, il n'a pas tort. Enfin, vous voyez bien qu'une réforme qui proposerait ça aurait assez peu de chances de passer. Donc, ce n'est pas négociable. C'est un point fondamental d'Unicode. Ça n'est pas négociable. La blague classique chez les auteurs d'Unicode, c'est de dire « Ah là là, ça serait beaucoup mieux si tout le monde parlait anglais, ça serait quand même plus logique. » Mais on ne compte pas là-dessus. Donc, ce n'est pas Unicode qui est compliqué. Contrairement à ce que dit Daniel Steinberg, c'est les humains qui sont compliqués. Alors bon, il faudrait peut-être patcher les humains, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça veut dire que si votre logiciel que vous écrivez ne gère pas proprement Unicode, vous excluez des gens. C'est aussi simple que ça. Il faut assumer ses responsabilités. Hein. Si vous n'avez pas Unicode dans votre logiciel et géré correctement, sans message invraisemblable ou sans présenter ce que les Japonais appellent du mojibake, c'est-à-dire des caractères mal interprétés, où on met les octets au lieu de mettre la représentation du caractère Unicode, c'est politique aussi. C'est un point que je referai très souvent, hein, d'ailleurs. Souvent, on qualifie de politique des décisions explicites, comme Signal avec son chiffrement de bout en bout, ou comme les logiciels qui ajoutent le support Unicode, mais ne pas prendre de décision, c'est politique aussi. C'est que ça ne va pas marcher, vous allez exclure des utilisateurs. Et en plus,
pas n'importe quel utilisateur, c'est marrant. J'ai vu des tas d'articles contre les IDN, puisque moi je travaille dans le secteur des noms de domaine. Donc les IDN, les noms de domaine en Unicode, ça a fait plein de discussions. Et alors c'est marrant, tous les gens qui étaient contre ou qui critiquaient ou qui faisaient rire les conférences avec des exemples de complexité ou de problèmes, ben, c'était tous des Occidentaux, des gens dont l'écriture de leur langue maternelle n'en avait pas besoin. Marrant, hein? Si l'Internet avait été conçu par des Chinois ou des Indiens, bah, il dirait, bah oui, enfin bon, les sinogrammes, c'est pas si dur que ça, hein, vous pourriez faire un effort pour utiliser des sinogrammes systématiquement, ou les caractères Devanagari pour les Indiens. Et là, on serait un peu embêté. Donc, là, on a un exemple typique du fait qu'un code n'est pas neutre, au sens où, si vous ne le gérez pas, ben, vous excluez des utilisateurs, et pas n'importe lesquels. Alors, et puis le dernier point, mais je vais répéter très souvent, c'est que souvent, le terme politique, souvent, notamment quand il est utilisé comme une insulte, qualifie des actions. Et en fait, les inactions sont aussi politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand il y a des propositions de tel logiciel de rajouter la gestion d'Unicode, la réaction, c'est souvent « Oh, mais tu veux faire ça uniquement pour des raisons politiques ?» Ben oui, oui. Et d'ailleurs, quand toi, tu ne veux pas le faire, c'est aussi des raisons politiques. C'est considérer que les gens qui ne parlent pas anglais, c'est des citoyens de seconde zone, voire pas des citoyens du tout. Bon, un autre exemple qui est plus classique, qu'on a parlé dans les médias, c'est la notion de tri dans un réseau social. Vous savez que des réseaux comme Twitter ou Facebook n'affichent pas réellement tous les messages de vos relations dans l'ordre chronologique. Ils font un choix de ce qui semble le plus pertinent. Il y a quelques jours, un type qui s'appelle Elon Musk, dont vous avez peut-être entendu parler, il paraît qu'il a de l'argent, avait mis un tweet pour dire qu'il allait modifier l'algorithme de Twitter pour que les gens de droite voient plus de tweets de gauche et le contraire, parce qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Alors, commençons par supposer que c'est vrai. Connaissant Elon Musk, je ne sais pas pourquoi j'ai un léger doute, il est possible qu'il mente, mais commençons par supposer que c'est vrai. Ça veut donc dire qu'il y a un choix politique explicite, qui pense que c'est bien d'exposer les gens à d'autres idées politiques, donc il va faire un effort dans le logiciel pour ça. L'inverse, ne pas faire ça, est aussi un choix politique. Hein. Bien sûr, dans les deux cas, tout tri, de toute façon, c'est sur des critères. Et donc ces critères sont un choix politique en soi. Il n'y a pas de tri neutre. Ne pas trier, comme le font des logiciels comme Pleroma ou Mastodon, des logiciels de microblogging sur le fait divers, qui, eux, ont comme principe de « on ne trie pas », c'est tout dans l'ordre chronologique, comme ça a été, comme Dieu l'a voulu. C'est aussi un choix politique, hein, parce que ça peut, par exemple, mener à ce qu'on ait beaucoup de messages, que des utilisateurs pourraient préférer, que ce soit les trucs les plus pertinents en premier, des choses comme ça. Dans les deux cas, c'est un bon choix. Hein. Moi, je suis tout à fait content que Pleroma ou Mastodon fassent ça, mais c'est aussi un choix, avec ses conséquences. Et un résultat de ce discours sur la neutralité du code, comme quoi le code pourrait être neutre, il a des conséquences, c'est que par exemple les gens demandent des trucs irréalistes. Par exemple, j'ai très souvent entendu dans des colloques, dans des débats, des gens qui disaient « il faudrait que le moteur de recherche, par exemple Google, soit neutre ». C'est un peu con comme demande, parce que le principe d'un moteur de recherche, c'est quand même de fournir un tri, un ordre, avec le plus pertinent en premier. Donc demander que Google modifie ses critères est une chose, mais demander qu'il soit neutre n'a absolument aucun sens. Un tri ne peut pas être neutre. Un tri, il y a des critères. Sur la plupart des bibliothèques ou des langages de programmation qui ont une fonction sorte, en général, on peut lui passer comme paramètre une fonction qui va modifier le critère par défaut. Et donc, le choix de ce critère est politique aussi, et dans le cas des réseaux sociaux, c'est quand même particulièrement net. Bon, on pourrait citer aussi l'exemple de Parcoursup. Enfin, il a déjà été beaucoup discuté. Ce qui est intéressant en Parcoursup, c'est qu'il n'y a pas de mal à faire des choix politiques. De toute façon, un tri, c'est forcément un choix. L'un des problèmes de Parcoursup, c'est que souvent, c'était dissimulé, c'était pas assumé. Et donc, il y a eu plein de discours de ministère ou de l'administration disant des trucs du genre non, mais c'est pas politique, Parcoursup est neutre. Non, il ne peut pas être neutre. Il peut pas être neutre. Il va forcément classer selon certains critères qu'on a décidés, qui peuvent être bons ou mauvais. Mais dissimuler ça derrière la technique, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce n'est pas un choix technique. Un quatrième exemple qu'on m'avait suggéré, les développeurs web qui ne testent pas avec plusieurs navigateurs. Ça, c'est très fréquent aujourd'hui, comme Chrome, où les variantes de Chrome ont aujourd'hui une position dominante. Ça a des tas de conséquences néfastes, notamment le fait que Google, en pratique, peut contrôler les évolutions du web.
Et donc, si on teste son site web qu'on développe uniquement avec Chrome, on donne un coup de main à Google. C'est sympa d'aider les PME en difficulté, hein, c'est une bonne idée. Mais c'est un choix qu'il faut assumer. Il faut considérer que si on fait ça, on a l'impression que c'est un choix technique, j'ai pas le temps. De toute façon, Chrome, c'est 85-90% des installations, donc ça suffira bien. De toute façon, les autres vont s'aligner. Ben ça, c'est un choix politique. On aide Google. Alors, en soi, il n'y a pas de mal. Hein. Les employés de Google qui travaillent pour Google, ils aident Google aussi. Enfin, eux, ils sont payés pour ça. C'est quand même dingue de voir des développeurs web qui, eux, ne sont pas payés par Google, qui n'ont même pas l'excuse d'être des mercenaires. Et un autre truc que j'ai vu très souvent, c'est quand on se plaint d'un site web qui ne marche pas ou qui marche mal, c'est la réponse classique du support niveau 1, qui est « Vous avez essayé avec Chrome ?» Bah non, j'ai pas envie, j'ai envie que ça marche avec Firefox. Hein. Et encore, je suis sympa, je ne demande pas que ça fonctionne avec Lynx. Hein. Si j'étais embêtant, c'est ça que je demanderais. Mais enfin, je ne suis pas Plume, moi, donc je ne vais pas exiger que ça fonctionne avec Lynx. Mais je voudrais bien au moins que ça fonctionne avec Firefox. Et on ne le fait pas. Et ça, c'est très très difficile de se battre contre ça, hein, parce qu'évidemment, on a l'impression d'être l'emmerdeur. Le type qui fait des histoires à chaque fois. Une autre réponse classique du support niveau 1, c'est de dire ah, vous êtes le premier à nous le signaler. Bah oui, effectivement, c'est parce que personne n'a envie d'être l'emmerdeur de service, personne n'a envie de se plaindre, d'être celui qui râle, à moins d'avoir un tempérament vraiment négatif. J'aime râler, j'aime embêter les gens, mais sinon, en général, on ne le fait pas. Et donc, le résultat, c'est qu'on finit par renforcer celui qui était déjà le plus fort. Donc, vous voyez comme une accumulation de choix qui ont l'air un peu techniques. Le développeur, dans son ESN, qui teste qu'avec Chrome parce que le patron a dit que de toute façon, il fallait que ça soit livré lundi et qu'il n'a pas le temps, bah, il a l'impression de prendre une décision technique au sens, bah, c'est simplement que je n'ai pas le temps, hein, ce n'est pas un choix que j'ai fait. Mais le résultat, c'est que si tout le monde fait pareil, on va avoir un effet stratégique qui est de renforcer la position de Google dans les évolutions du web. Et ça, si ce n'est pas de la politique, où est-ce qu'il y a de la politique alors ? Bon, 5e exemple, justement, ce que je parlais du web. Alors là, je vous rassure, je vais aller vite. Je vais aller vite parce que Plume en a parlé hier dans sa conférence. C'est le fait que écrire un navigateur web aujourd'hui en partant de zéro, c'est une tâche quasiment impossible. Même Microsoft a renoncé et a utilisé le moteur de rendu, le même que celui de Chrome. Donc le web aujourd'hui, du fait de toutes les évolutions dont a parlé Plume hier, il est devenu tellement gros et tellement compliqué qu'on ne peut plus écrire un nouveau navigateur. Donc, ce qui fait que, là aussi, on a un ensemble de choix techniques dont chacun semblait raisonnable. Tout au long des évolutions du web, chaque choix technique qui a fait semblait raisonnable et purement technique. Sauf que l'accumulation de tout ça a une conséquence qui est qu'aujourd'hui, le web est largement contrôlé par une seule boîte, Google, qui va jusqu'à financer des concurrents comme la Fondation Mozilla pour pouvoir prétendre qu'ils ne sont pas tout seuls, mais qui en pratique se retrouvent donc en position dominante. Donc une accumulation de petits choix techniques qui semblaient raisonnables, là aussi, a des conséquences stratégiques. Donc je passe sur Gemini, puisque Plume en a parlé hier. Plutôt, on va parler de centralisé versus décentralisé. C'est aussi un choix qui peut sembler technique, du genre, là, je fais un système centralisé parce que c'est plus simple, ou là, je fais un système décentralisé parce que comme ça m'évite de gérer un point unique. Mais ce n'est pas une décision purement technique dans les réseaux. C'est que quand vous faites un système centralisé, même si au début, il est géré par des gens gentils, rappelez-vous, hein, la technique, c'est neutre. Donc, un système à logiciel, ou un système compliqué comme Twitter peut être utilisé par les gentils ou par les méchants. Sauf que quand il est centralisé, il courra toujours le risque d'une capture. L'exemple typique, c'était Twitter. Bon, déjà, avant le rachat par Elon Musk, Twitter, il y avait du bien et du moins bien. Hein. C'était déjà pas parfait, mais bon, Musk a choisi clairement d'aller plutôt vers le moins bien. Et ça illustre ce qui peut arriver à tout système centralisé. Je ne sais pas qui d'entre vous suit les aventures, par exemple, de Framasoft, mais Framasoft, qui gère un certain nombre de services en ligne, a toujours expliqué qu'il ne fallait pas remplacer les systèmes centralisés par un système centralisé de gauche, qu'il ne fallait pas un Frama Google ou un truc comme ça, parce que même si Framasoft, aujourd'hui, c'est des gentils, tout système centralisé peut risquer
la capture ou une action de gens puissants ayant des moyens qui vont pouvoir taper sur un objectif centralisé. Une des raisons pour lesquelles les ministres, les ayants droit, les gens comme ça, préfèrent les systèmes centralisés, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent les contrôler, même si ça peut être difficile, même si, par exemple, discuter avec Google ou Facebook, ce n'est pas toujours facile. Ils préfèrent ça 1000 fois au fait d'avoir plein d'interlocuteurs dispersés un peu partout. D'où la diabolisation du pair à pair, d'où l'ignorance délibérée des systèmes centralisés. Par exemple, pour prendre un exemple dans mon secteur, le DNS, le système de nom de domaine, la Commission européenne a annoncé, juste avant les vacances de Noël, la sélection de l'opérateur du futur résolveur DNS souverain, DNS4EU, qui est explicitement positionné comme un concurrent de Google Public DNS avec son 8.8.8.8, et donc a approuvé, encouragé la centralisation de la résolution DNS, qui normalement se fait très local, très décentralisé. Quand vous utilisez le réseau Wi-Fi de la fac ici, vous utilisez un résolveur DNS de la fac et géré localement. Et Google tente de centraliser ça chez eux. Et donc la seule solution qu'a trouvée la Commission européenne et Thierry Breton, c'est une autre centralisation. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit contrôlé par Google, ça soit contrôlé par Thierry Breton. Alors est-ce que c'est un progrès? Pas pour le citoyen européen de base. La solution est au contraire une décentralisation maximum, avec plein de résolveurs DNS partout. Alors il y a des fois des systèmes où le choix politique est explicite. Rappelez-vous ce que j'avais dit, qui est que le choix politique soit explicite ou implicite, il y en a un de toute façon. On ne peut pas être neutre. Les choix qu'on fait ont toujours des conséquences. Des fois, c'est explicite. Par exemple, le cas typique, c'est la chaîne de blocs. La chaîne de blocs, si vous lisez l'article originel de Satoshi Nakamoto, il donne explicitement un but politique qui est en gros d'éviter le système des banques centrales et de préférer une monnaie décentralisée, le Bitcoin. Au passage, si vous n'avez jamais lu l'article de Nakamoto, je vous le recommande. Si vous craignez que ça soit difficile et incompréhensible, pas du tout. C'est extrêmement clair, il écrit et il explique très bien, et il est assez étonnant que depuis cet article, qui à l'époque a surgi de rien du tout, du néant, on ait fait finalement assez peu de progrès en matière de chaîne de blocs. C'est-à-dire qu'il y avait déjà dès le début un truc qui marchait et qui a peu changé depuis. D'où la théorie comme quoi Satoshi Nakamoto est en fait un extraterrestre ou un type venu du futur qui connaissait déjà le tout. Mais non, je ne pense pas. Je pense simplement que c'était très bien et qu'il explique très bien. Donc là, on a un but politique explicite. Mais je répète, quand il n'y a pas de but politique explicite, il y en a quand même un qui est implicite. Si vous faites, au lieu d'un système de monnaie sur une chaîne de blocs, si vous faites un système centralisé, comme les monnaies fiat, les monnaies traditionnelles comme l'euro, ça a aussi des conséquences politiques. Donc pas mal de gens, puisque quand même le Bitcoin, l'un des principaux intérêts du Bitcoin, c'est qu'il a énervé les banquiers. Et donc pas mal de gens ont critiqué le Bitcoin avec l'argument « Ah, c'est pas bien parce que c'est politique ». Mais non, le système actuel existant est aussi politique. Mais il y a un biais toujours, qui est qu'on a toujours l'impression que le système existant est neutre, et que les trucs nouveaux qui essayent de disrupter, eux, c'est politique. Mais l'inaction ou le conservatisme, c'est-à-dire garder les systèmes existants, c'est aussi politique. C'est aussi dire, le système actuel me convient. Pourquoi pas, hein? Des fois, c'est vrai qu'il est bien, mais au moins, il faut le reconnaître. Un autre exemple que j'aime bien, c'est les questions des magasins d'applications. Alors, à ma connaissance, c'est marrant parce que je n'ai pas trouvé d'article décrivant l'histoire des magasins d'applications, à part les articles laudateurs de la presse aux ordres qui attribuent ça à Steve Jobs. Quand ce n'est pas Elon Musk qui a inventé quelque chose, c'est forcément Steve Jobs. Mais en fait, le magasin d'applications est une idée bien plus ancienne. La plus ancienne que j'ai trouvée, c'est chez Debian en 93, mais il y en a peut-être eu d'autres avant. Donc le principe, c'est qu'au lieu que les gens aillent chercher les applications eux-mêmes et les installent et se récupèrent des fois des trucs un peu bizarres, on a un magasin avec des règles un peu communes, plus ou moins grandes. Encore un choix politique d'ailleurs, quelles sont les règles du magasin d'applications. Et les gens vont prendre les applications là-dedans. C'est plus simple pour l'utilisateur, c'est sûr. Ça permet de mettre en œuvre une politique. Par exemple, dans le cas de Debian, la politique du magasin d'applications, c'est que tout doit être sous une licence libre. C'est très pratique pour l'utilisateur. Par contre, on a vu une évolution
Alors là, cette fois, c'est vraiment une invention de Steve Jobs, par contre, c'est l'idée que ce soit uniquement le magasin d'applications officiel. Donc, on ne puisse pas aller ailleurs, et Apple a beaucoup utilisé ça, avec des arguments techniques. Le magasin d'applications, c'est pratique, c'est simple, c'est plus facile pour les utilisateurs, c'est moins casse-gueule que le système qui est encore aujourd'hui assez répandu sur Windows, où les gens vont chercher des applications un peu partout, cliquent sur des points exe, vous êtes sûr de vouloir l'exécuter, oui, enfin vous voyez bien les conséquences que ça a, notamment en termes de sécurité. Donc avec des arguments qui semblaient techniques, le résultat, c'est que ça a donné à Apple un contrôle complet sur ce qu'on peut installer, et Apple a déjà très largement abusé de ce contrôle en bloquant des applications légales, mais qui leur déplaisaient à eux. Il y a aussi certains Android qui fonctionnent comme ça, qui ont été modifiés pour rendre difficile ou impossible l'utilisation d'un autre magasin d'applications. Rappelez-vous aussi ce que j'ai dit sur la difficulté. Il y a certaines de ces modifications d'Android où ils s'en tirent en disant « mais si les gens éditent le slash machin, slash truc, slash chose, ils peuvent mettre un autre magasin d'applications, donc non, il n'y a pas de monopole ». C'est un argument qui est assez nul, parce que à partir du moment où c'est difficile et mal documenté, on sait bien que la plupart des utilisateurs ne le feront pas. C'est une technique courante de contrôle en informatique pour éviter d'être accusé de monopole. C'est d'avoir effectivement une solution alternative, mais compliquée et mal documentée. Donc on sait bien que la plupart des gens ne le feront pas. Dans le domaine des résolveurs DNS, essayez de changer sur une Livebox, par exemple, qui sont chez Orange, essayez de changer les résolveurs DNS, par exemple. L'argument d'Orange, c'est qu'il n'y a pas de problème, on peut le faire. Oui, sauf que c'est en pratique, et dépendant des versions de Livebox, c'est extrêmement difficile. Donc les gens ne le feront pas, ce qui force le passage par les résolveurs officiels d'Orange. Donc on a comme ça tout un tas de choix qui sont faits, qui semble raisonnable au début. Quand Steve Jobs a présenté le magasin d'applications d'iOS, il n'a pas dit « Ah ah, j'ai un plan diabolique pour contrôler le monde, je vais enfermer les gens dans un seul magasin d'applications, et c'est moi qui vais définir les règles en plus, trop bien ». Il ne l'a pas présenté comme ça, évidemment. Il a dit « C'est super cool, c'est pratique, il va y avoir un endroit unique, les développeurs pourront facilement en plus se faire payer, des choses comme ça ». Et l'argument le plus courant, c'est celui de sécurité, qui s'appuie sur un problème réel. C'est vrai que quand les gens prennent des applications un peu au hasard sur le réseau, ce qui est encore aujourd'hui courant dans le monde Microsoft Windows, par exemple, je ne vous dis pas ce qu'on récupère. On récupère des tas de trucs vraiment bizarres, vraiment pas clairs, et qui expliquent largement l'immensité des problèmes de sécurité sur Windows. Donc le problème de sécurité est réel. Mais en fait, elle a aussi bon dos, la sécurité. C'est classique en politique de dire que la sécurité, qui est une exigence tout à fait normale, c'est normal de vouloir être en sécurité, ce n'est pas une idée de droite, c'est tout à fait normal et raisonnable, d'autant plus que l'insécurité, en général, frappe de manière disproportionnée les gens qui sont déjà les plus défavorisés. Donc c'est tout à fait normal de vouloir de la sécurité, sauf qu'en même temps, elle a bon dos. C'est un classique de la politique d'utiliser l'argument de sécurité pour faire passer des choses qui ne devraient pas passer normalement. Et un des problèmes avec le discours de dépolitisation, qui est de dire la technique est neutre, on ne fait pas de politique, on fait juste de la technique, un des inconvénients de ce discours, c'est qu'il fait que tout ce qu'on a appris en politique par ailleurs en tant que citoyen, on le passe à la trappe alors qu'il est toujours pertinent. Par exemple, le fait que quand quelqu'un essaye de faire passer quelque chose avec l'argument de sécurité, c'est un red flag, un signal d'alarme, c'est vrai aussi en informatique. Aussi bien que quand le ministre de l'Intérieur annonce que pour lutter contre le terrorisme, il va faire une nouvelle loi, mais rassurez-vous, les citoyens honnêtes n'ont rien à craindre. A priori, beaucoup de gens se méfient quand ils entendent ce discours. Faut aussi se méfier en informatique quand on vous dit que telle nouvelle solution va augmenter la sécurité. C'est la sécurité de qui? Celle de Steve Jobs? Certainement. Bon, un 8e exemple, alors là aussi je vais passer rapidement parce que Cécile Fred et Inès Naudin en ont parlé hier dans la keynote de soir, c'est l'exemple nom et prénom. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez tout un tas d'applications où le code impose des contraintes qui n'ont pas lieu d'être, qui ne devraient pas exister. L'exemple qui était cité hier par les oratrices pendant la keynote, c'était celui d'un ancien secrétaire d'État au numérique, dont le nom
qui ne comportait qu'une seule lettre était refusé par un certain nombre de formulaires qui exigeaient, Dieu sait pourquoi, qui exigeaient des noms de famille d'au moins 2 lettres. Ça, c'est extrêmement fréquent. Tout le monde s'est heurté déjà à des formulaires web qui avaient ce genre de problème. Ou bien un truc plus simple, le code qui ne permet pas de changer le prénom. Alors ça, c'est un cas réel que j'avais vu dans une université, une personne transgenre qui voulait changer son prénom. Et alors le logiciel ne le permettait pas, premier problème. Et deuxième problème, la réponse de l'administration, c'était « l'ordinateur ne veut pas ». Donc encore un cas de dépolitisation où on cache derrière... Alors bon, vous savez en plus, les informaticiens que vous êtes savent que non, l'ordinateur n'a pas de volonté. Il n'y a pas d'algorithme, il y a juste la décision de quelqu'un d'autre. Donc c'est un choix qui a été fait à un moment. Alors, pas par quelqu'un qui pensait à mal. Je ne pense pas que la personne qui avait développé le système d'information de l'université était un transphobe acharné qui disait « Ah, je vais empêcher les changements de prénom, bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à pas être trans. » Je ne pense pas que ça soit passé comme ça. C'est plutôt tout un tas d'idées fausses, de contraintes qui sont imposées, qui sont artificielles et qui sont rajoutées. Et qui se retrouvent dans les systèmes d'information. Donc là aussi, c'est un cas où l'inaction est aussi politique. Si vous ne mettez pas dans la possibilité de changer le prénom de la personne, ben dans ce cas-là, vous défavorisez les gens qui changent de prénom. Et depuis 2016, je crois, c'était sous Hollande, la procédure de changement de prénom en France est beaucoup plus simple et légère, donc relativement banale. Ce n'est pas seulement les personnes trans, ça peut concerner aussi, par exemple, des gens issus de l'immigration ou des choses comme ça. Donc c'est tout à fait acceptable légalement de changer de prénom. Et donc un système d'information qui ne permet pas ça rajoute une contrainte arbitraire. Bon, la référence est classique, elle était citée dans la keynote hier, dans toutes les ressources qu'il y avait sur... il y avait bien sûr l'article d'Anne-Sophie Tranchet sur les formulaires et leurs exigences délirantes, article dont je recommande fortement la lecture. Vous avez eu les références hier soir, et aussi le fameux article sur toutes les choses que les programmeurs croient à propos des noms et qui sont fausses, comme un nom de famille a au moins 2 caractères. Et puis voilà, je vais arrêter pour les exemples, mais le dernier, c'est les trackers dans les logiciels, notamment dans les applications mobiles. Vous avez une des raisons pour lesquelles les médias, par exemple, vous poussent toujours à installer l'application. Quand vous visitez leur site web, vous avez un gros pop-up, une fenêtre polychinelle qui vous arrive dans la figure et qui vous dit « Installez notre application ». Et on peut se demander, mais pourquoi ils insistent? Je suis déjà sur leur site web. Pourquoi ils m'embêtent au lieu de me laisser lire l'article tranquillement? Parce que les applications peuvent faire des choses que les sites web ne peuvent pas faire. Les sites web doivent passer par un navigateur qui met quand même quelques restrictions à la fuite de données, alors que les applications, c'est open bar. Et donc, elles sont en pratique toujours bourrées de trackers. Alors, vous connaissez sans doute, pour une bonne partie d'entre vous, le service Exodus Privacy, qui, en gros, est une analyse statique des logiciels permettant de repérer un certain nombre de trackers, pas tous, et de les publier ensuite. Vous voyez comme ça que des applications faites par des boîtes qui expliquent « Ah, votre vie privée est très importante pour nous », sont en fait bourrées de trackers et fuient plein de données personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'Exodus Privacy existe et commence à être connu, des tas de boîtes se sont retrouvées attrapées comme ça. Et l'excuse classique, c'est de dire « Mais non, on n'a pas mis de tracker ». Parce qu'en fait, et c'est parfois vrai en plus, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le développeur a utilisé une bibliothèque qui contenait les trackers. Et beaucoup de bibliothèques pour le développement d'applications mobiles sont pratiques, fournissent des services utiles, c'est bien agréable. Et en plus, informent Facebook et Google de vos données personnelles. Donc tout un tas d'applications se sont fait avoir comme ça. Alors quand ils se sont fait avoir, oui et non. C'est vrai que les développeurs ont été victimes d'une trahison, parce qu'une bibliothèque qui se présente comme une bibliothèque de gestion des graphismes ou du réseau, et qui en fait derrière va informer Google ou Facebook ou d'autres de ce que vous faites, c'est une trahison. D'un autre côté, les développeurs ne font pas non plus très attention. Ils pourraient se poser des questions, et surtout que maintenant, le problème est un peu plus connu. Donc là encore, l'inaction est politique. Si vous décidez de ne pas regarder ce problème-là, si vous décidez de ne pas faire attention à ce problème, vous allez finir par faire fuiter les données de vos utilisateurs. C'est-à-dire que non seulement vous captez des données personnelles, mais en plus vous transmettez les données personnelles à d'autres, et pas les plus sympathiques. Bon, après tous ces exemples, une question, c'est est-ce qu'on pourrait faire un logiciel qui n'aurait pas ces défauts, qui ne permettrait de faire que le bien avec un grand B? Alors, je vous dis tout de suite, je ne crois pas.
J'ai dit difficile, mais en fait, à mon avis, c'est limite impossible parce qu'il y a tout un tas de conséquences inattendues. L'une d'entre elles étant que les utilisateurs ne sont pas justement des simples utilisateurs, au sens où ce n'est pas des réceptacles passifs, ils peuvent subvertir au sens où utiliser le logiciel de manière non prévue, inventer des nouveaux trucs. Donc c'est très difficile de mettre dans la technique des contraintes, il n'y a pas d'autre mot, qui feraient qu'on ne pourrait pas utiliser pour le mal. Il y a des... comment dirais-je, on pourrait imaginer, par exemple, pour un traitement de texte, des trucs du genre « Ah, on repère des insultes racistes dedans, donc on bloque », sauf qu'on peut parfaitement avoir un roman ou un texte antiraciste qui cite des injures racistes. Et alors, bonne chance pour l'IA pour démêler ce genre de choses. Donc vous avez tout un tas de conséquences inattendues, et puis des promesses irréalistes. Un exemple typique, puisque j'avais cité les réseaux décentralisés, c'est qu'au lancement de Mastodon, il y avait eu tout un tas de promesses complètement irréalistes, de genre sur Mastodon, tout le monde est bienveillant, sur Mastodon, il n'y a pas de nazis, des choses comme ça. C'est absurde. Le réseau social de Trump, Truth Social, c'est du Mastodon. Le code, c'est celui de Mastodon qu'ils ont récupéré. Donc ce qui est logique, le logiciel en lui-même ne permet pas de faire respecter une ligne politique particulière. Donc c'est trompeur. Je pense que c'était vraiment malhonnête comme présentation parce que ça trompait les gens sur ce que pouvait faire un logiciel. Et puis, évidemment, le problème de fond, c'est que c'est bien de dire qu'il faudrait un logiciel utilisable que pour le bien, mais qui va décider ? C'est ça le gros problème. Ce n'est pas du tout évident. Et il peut y avoir des tas de cas qui sont limites. En conclusion, les choix techniques sont complexes. Je ne me mets pas dans la position du gourou qui va donner des leçons et dire « vous devez faire comme ça ». D'abord, vous ne m'écouterez pas et vous aurez bien raison. Mais en plus, je ne vais même pas essayer parce que les développeurs sont confrontés à des choix techniques complexes avec des tas de contraintes de temps, d'argent, de ressources, de choses comme ça. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire bien. En plus, on a beaucoup de critères. Quand on développe une application, il y a plein de critères autres que simplement les performances ou les choix techniques qu'on fait ici. J'avais cité Unicode, par exemple, ici. Je ne nie pas qu'Unicode soit compliqué. Donc, rajouter le support Unicode à un logiciel, c'est du taf, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je comprends bien les développeurs qui remettent ça à plus tard, mais ce qui est important, c'est d'assumer. C'est-à-dire de ne pas se dissimuler derrière des arguments pseudo-techniques en disant « Oh oui, mais c'était pour des bonnes raisons techniques ». Non. Les choix ont des conséquences, il faut les assumer. Et si les choix n'avaient pas de conséquences, ben on serait moins bien payé. C'est parce que justement ce qu'on développe, ce qu'on réalise, a des conséquences importantes. C'est pour ça que globalement, dans le monde du numérique, en général, on n'est pas dans les plus malheureux, question salaire, embauche et tout ça. Et il faut donc assumer que ces conséquences. Alors, je ne vais pas citer l'oncle de Spider-Man avec le grand pouvoir, les grandes responsabilités et tout ça, parce qu'en plus, ce n'est pas lui. C'était déjà dans un texte de la Convention de 1793. Mais comme d'habitude, les États-Unis, ils récupèrent les trucs des autres. Mais c'est vrai qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, fin du discours. Si vous avez questions, remarques, etc.